prend le temps dans la négociation. C'est-à-dire qu'un rendez-vous ne suffira pas pour conclure un contrat. Il faut parfois 2, 3 ou 4 rendez-vous. Ça peut sembler un peu déroutant pour les Français, mais prenez le temps de le faire parce que votre interlocuteur chinois va déjà avoir besoin de vous connaître. Il ne vous connaît pas. Bonjour et bienvenue dans votre émission Dialogue à Paris. À seulement 37 ans, il a réussi à développer son activité sur le plus grand marché de la consommation du monde, la Chine. Et cela malgré des échecs dont il a su tirer des leçons. Il vient de publier un livre qui s'intitule Chine et Business, les secrets de réussite. Son nom, Jean-Charles Letellier. Jean-Charles Letellier est avec nous aujourd'hui pour livrer quelques secrets de sa réussite en Chine, mais pour avoir une vision d'ensemble de son parcours en Chine, de ses expériences en Chine, mieux vaut lire son livre dans son intégralité. Jean-Charles Letellier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons nous limiter à l'essentiel de ce qui pourrait intéresser les téléspectateurs de Mandarin TV. Il s'agit de 8 points de réussite, en fait, 8 secrets de réussite. Eh bien, pour maîtriser l'art de la négociation avec les partenaires chinois, des principes qui allient tact, stratégie et respect mutuel. Alors, on va commencer par le premier secret de réussite. Il s'agit de éviter la confrontation directe. Est-ce que vous pouvez illustrer cela par des exemples concrets ? Dans un contexte chinois, dire non brutalement à un client ou un fournisseur, en fait, c'est lui faire perdre la face. Et quand vous faites perdre la face à votre interlocuteur, eh bien, la négociation s'arrête brutalement. Donc, ce que je recommande, effectivement, c'est d'avoir une approche beaucoup plus douce et indirecte dans vos relations avec vos clients ou vos fournisseurs. Tout simplement parce que si vous dites avec notre culture française brutalement, non directement, ça va tout de suite être choquant. Et pour illustrer justement ce fait, lors d'une négociation à Shanghai il y a quelques années, je me rappelle que mon client me demandait un prix vraiment impossible à obtenir puisque la marge était vraiment réduite. Et donc au lieu de lui dire un non brutal comme j'avais peut-être l'habitude de faire sur les marchés occidentaux, eh bien je me suis tout simplement dit que j'allais effectivement réfléchir à cette proposition en lui disant que j'avais besoin de prendre le temps d'en discuter avec ma direction et que j'allais revenir vers lui prochainement. Pourquoi ? Parce que ça permet de garder une porte ouverte à la négociation. C'est ça. Et toujours ouvrir les portes parce que la Chine est un pays qui est fascinant, marché fascinant, mais aussi complexe. Donc il faut vraiment savoir naviguer dans les eaux des affaires en Chine. Pas facile, hein ? C'est pas toujours facile quand on n'y est pas préparé. Et en réalité, ce qui compte dans les affaires, c'est pas vraiment les moyens qu'on met pour réussir, mais c'est simplement le résultat. L'art et la manière de mener les projets, n'est-ce pas ? Exactement. Mais pour arriver à cette conclusion, vous avez dû commettre 1 ou 2 échecs quand même. Effectivement, lors de mes premières négociations en Chine, j'ai en réalité fait perdre la face à l'un de mes clients. Comment c'est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé alors ? C'était lors d'un soir, lors d'un dîner d'affaires entre clients et moi-même. Et donc on était autour de la table, une dizaine de personnes, chefs d'entreprise, il y avait des banquiers, des personnalités assez importantes. Et en réalité, on venait juste de signer un contrat avec lui sur un beau projet. Et lors du dîner d'affaires, il a évoqué un point du contrat qui me semblait pas tout à fait correct. À ce sujet, je me suis permis diplomatiquement de rectifier le tir pour éviter les malentendus. Et peut-être, mais devant tout le monde, n'est-ce pas ? Devant tout le monde. Vous étiez combien alors autour de la table ? Une dizaine. Une dizaine de personnes. Vous étiez le seul occidental ? Le seul français, étranger. D'accord. Donc effectivement, c'était quelque chose à laquelle je n'étais pas du tout préparé, puisque quand on fait perdre la face en Chine, eh bien c'est une erreur extrêmement brutale et violente. Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours après ? Eh bien effectivement, mon client n'a plus voulu me recontacter et m'a expliqué clairement que c'était pas la bonne manière de négocier de cette manière-là en Chine. Donc je n'étais pas préparé à ça, je n'avais pas forcément les bons outils, les bons guides pour réussir en Chine. C'est vous qui avez compris cela tout de suite après le dîner ou bien vos partenaires chinois, vos amis chinois vous l'ont fait comprendre ? Je l'ai su, on va dire, le lendemain. Tout de suite après, le lendemain. En fait, la soirée s'est passée. Il y a eu un grand silence.
un grand silence de la part de oui. mon client pendant la soirée. Et tout le monde a dû le regarder ou a dû vous regarder tous les deux, non? En réalité, il y a eu un vrai malentendu en réalité dans les échanges, puisque effectivement, j'essayais de corriger un point qui était mentionné auparavant et ça l'avait mis mal à l'aise. Et cette erreur-là, je ne l'ai plus recommise par la suite. Et vraiment, c'est quelque chose vraiment d'important à souligner. Ouais. Ne jamais faire perdre la face à votre interlocuteur en Chine, surtout de manière publique. En plus, c'est ça. Quelque chose d'essentiel. Mais je crois qu'il en est de même en France aussi, hein, quand on fait perdre la face. Tout à fait. Tout à fait. Elle est un peu moins importante, moins prédominante qu'en Chine, mais toutefois, il est recommandé de voir les problématiques en privé et à côté des dîners à faire. En fait, cette erreur-là, c'est plutôt une maladresse, on va dire. C'est pas une erreur en soi. Parce que c'est quand même légitime de votre part de relever un point qui ne vous semble pas pertinent, c'est plutôt une maladresse. Je pense qu'il y a effectivement il y avait une méconnaissance. Une méconnaissance de la culture chinoise, voilà. Et une maladresse, effectivement, lors de mes derniers déplacements professionnels, c'est sûr. Et cette maladresse-là, vous ne la reconnaîtrez plus jamais. Vous ne la recommettrez plus jamais. Non, parce qu'elle est marquante. Ouais. Elle est marquante à vie. Une fois que vous avez fait une erreur avec vos interlocuteurs chinois, eh bien, ça vous a marqué parce que vous n'avez pas réussi finalement à aboutir à vos projets. Après cela, la relation s'est brisée avec mon client chinois. Donc ça a mis du temps à repartir, mais finalement, c'est jamais reparti. Vous n'avez jamais réussi à rattraper le coup. Non, j'ai perdu le contact par la suite et j'en ai pris cette leçon. Il faut en tirer bien sûr le meilleur de cette situation, mais ça peut être délicat sur le moment quand on n'y est pas préparé. Exactement. Alors, deuxième secret de réussite, gardez vos atouts en réserve. Est-ce que vous pouvez l'illustrer cela par des exemples concrets également? Exactement. Quand vous allez chez un client présenter votre produit ou votre service, il est toujours recommandé de présenter vos éléments de manière progressive. Mais ce que je veux dire par là, c'est garder entre guillemets votre joker pour la fin. Pourquoi? Parce que la négociation n'a pas encore commencé. Vous allez présenter ce que vous savez faire, vos avantages concurrentiels, vos prix. Ouais. Et votre interlocuteur ne vous connaît pas encore suffisamment bien. Il va prendre le temps de vous connaître après. Et si, de but en blanc, vous annoncez tout de suite toutes vos cartes sur la table, si je puis dire, vous allez perdre les négociations. Mais c'est une façon aussi de le séduire, de vous distinguer des autres. C'est une bonne manière d'annoncer effectivement à votre prospect ou votre client vos atouts, vos avantages. Mais je considère qu'il faudrait en garder un peu pour la suite de la négociation. C'est-à-dire que si vous avez 10 avantages à mentionner, vous pouvez mentionner 7, 6 ou 7, c'est déjà pas mal. 3 sous le pied, et si vous pouvez garder les meilleurs avantages pour la fin. Pourquoi? Parce que c'est vers la fin que les négociations vont arriver, et on sait très bien que les clients chinois vont vouloir négocier le prix ou d'autres aspects du contrat, par exemple. Ça peut être les conditions de paiement, ça peut être la logistique. Et donc tout ça, il faut vraiment en prendre compte dès le départ. Vous savez de quoi vous parlez, hein. On voit bien que par rapport à on va dire au premier conseil, éviter la confrontation directe, en fait, c'est une leçon que vous avez apprise à vos dépens, n'est-ce pas? Pour le deuxième secret de réussite, garder vos atouts en réserve, c'est aussi une leçon que vous avez tirée. Je veux dire, au travers de vos expériences. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote? En fait, je me retrouvais lors d'une foire, du Salon des Alcools à Chengdu au mois de mars. Chaque année, il y a cette fameuse foire qui est très connue en Chine, qui s'appelle le Trangyuhui. Et je présentais ma gamme à un prospect éventuel sur le salon. Et donc, comme on était pressé par le temps, c'est toujours un peu comme ça, eh bien, j'ai présenté de manière assez rapide et exhaustive les avantages de la société. Ce qui est plutôt une bonne chose d'un premier abord. Mais en réalité, le client était forcément très intéressé, mais j'en avais trop dit, puisque j'avais fini ma présentation trop rapidement. Et donc, il avait forcément des questions à poser, mais la problématique, c'est que je suis allé beaucoup trop vite dans la présentation et j'ai trop dévoilé mes atouts, mes jokers au départ. J'aurais dû en garder un petit peu de côté pour, lors des négociations, eh bien, pouvoir annoncer je ne sais pas, une remise éventuelle ou éventuellement un délai de paiement allongé pour améliorer, je dirais, la relation et trouver du contre-jeu. Parce que dans les négociations avec les Chinois,
la valeur de la réticence est importante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que plus la négociation est complexe, elle est longue, et bien plus les interlocuteurs vont prendre entre guillemets du plaisir et ça va donner de la valeur. C'est très psychologique. Hein. C'est assez psychologique. Ouais. Effectivement. Ouais. Et ça peut paraître déroutant par rapport à nos modèles peut-être plus occidentaux, de dire vous allez droit au but. On va essayer d'être droit au but et puis si on s'est mis d'accord sur un deal, on va signer le contrat dans la foulée, on va commencer très rapidement. Et ce client-là, en fait, vous avez réussi à le garder ou... Alors ce client-là, oui, effectivement j'ai réussi à le garder par la suite parce que c'était... souvent sur les salons, on est pris par le temps, il y a beaucoup de monde. Et donc on essaie d'être le plus efficace possible, mais on a refait d'autres négociations par la suite et ça s'est plutôt bien passé. Mais vraiment, prenez le temps de prendre le temps justement de présenter votre entreprise. Parce que vraiment c'est important. Et ce qui est d'autant plus important, c'est le storytelling. C'est toute cette histoire que vous allez apporter à votre client sur votre entreprise, vos services. Parce que les Chinois sont très intéressés par l'histoire de votre entreprise. Eh bien justement, alors est-ce que vous pouvez nous raconter de façon très brève l'histoire de votre entreprise? Alors, j'ai créé ma société en 2021 qui s'appelle Vinifield, dans laquelle j'accompagne donc les dirigeants d'entreprise à exporter leurs vins, champagnes et spiritueux en Asie, mais principalement en Chine. Donc j'interviens comme consultant stratégique et aussi agent commercial. Donc je contacte principalement des producteurs, des négociants ou des domaines qui souhaitent performer sur ces marchés-là qui sont complexes, avec des règles du jeu parfois un peu étranges à ce qu'on peut connaître ici en France. Et quels sont les atouts de votre société, ceux qui vous distinguent de vos concurrents? L'avantage de ma société, c'est que j'ai passé quasiment pendant une quinzaine d'années à travailler avec les Chinois. Donc j'ai déjà vécu et travaillé en Chine en 2010 pour un château bordelais. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de voyages, de l'ordre de 4 à 5 voyages par an entre la France et la Chine. Donc j'ai beaucoup voyagé, notamment dans les grandes agglomérations, Pékin, Shanghai et Shenzhen, mais aussi dans les contrées un peu plus reculées de Chine pour rencontrer les importateurs et les distributeurs. En fait, ce livre-là, qui s'intitule Chine et Business, les secrets de réussite, c'est, on va dire, le condensé de vos expériences durant 15 ans en Chine, n'est-ce pas? Je pourrais le considérer comme un guide pratique pour les jeunes actifs, pour les entrepreneurs qui veulent se lancer sur ce marché-là. Un guide assez généraliste qui vous permet d'éviter toutes les erreurs fatales que j'ai pu commettre pendant 15 ans et qui m'ont parfois valu à mes dépens de perdre certains clients, certains prospects. Alors, on va passer au troisième secret de réussite. Il s'agit d'appliquer la méthode Ackermann. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que vous pouvez nous l'illustrer par un ou deux exemples concrets? En fait, la méthode de négociation Ackermann, c'est une méthode utilisée par les professionnels du FBI aux États-Unis, pour négocier dans des conditions vraiment extrêmes. En quoi cela consiste? On va prendre un exemple vraiment très concret pour ceux qui nous regardent. Vous avez un produit qui a une valeur de 10 € par exemple, et vous voulez le vendre à 10 €. C'est votre prix auquel vous souhaitez le vendre. Eh bien, vous allez commencer par augmenter ce prix de vente par peut-être 2 ou 3 € au départ, pour pouvoir justement avoir cette possibilité de négocier ensuite. Donc il y a 3 étapes. La première étape, vous allez baisser de 5% le prix si jamais, bien sûr, on vous le demande, et on va vous le demander, sans demander aucune contrepartie au départ. Et puis votre interlocuteur n'est pas satisfait, il en veut toujours plus. Donc vous allez passer à la deuxième étape qui est de dire je vais vous donner 3% de réduction supplémentaire, mais à condition que vous faites un prépaiement avant l'enlèvement de la marchandise. Donc on sécurise le paiement. Voilà. Il accepte jusqu'à présent, mais il n'est toujours pas satisfait du prix, parce que pour lui, ça semble toujours trop cher. Donc vous passez à la troisième étape, qui est encore de baisser de 2% votre prix pour l'inciter à commander, mais par contre, vous allez lui dire le prix que je vous donne est déjà très intéressant, je vais vous demander, si vous le souhaitez, d'augmenter les volumes en signant un contrat. Après réflexion, ça peut être toujours intéressant. Et après, généralement, ça se passe plutôt bien, puisque si vos conditions sont acceptables en termes de volumétrie, le client accepte. Donc c'est une manière de, on va dire, de proposer votre produit sans effectivement se retrouver dans la situation dans laquelle j'étais auparavant, où
je n'avais pas situé de prix plancher. Et là, je me suis ah. retrouvé à vendre un produit, alors pas à perte, bien heureusement, avec une marge très réduite. Et donc, c'est une erreur, encore une fois, que j'ai commise à Shanghai il y a quelques années, lors d'une négociation. Que vous ne recommettrez plus jamais. Maintenant, vous êtes rompu en négociation. J'ai été marqué de cette histoire-là, où en fait, par la pression de vendre, et puis l'instant présent, vous êtes avec votre interlocuteur, votre client vous dit, voilà, je peux vous faire une commande d'un conteneur tout de suite, si vous alignez à tel prix. Ouais. Et donc, si vous n'êtes pas préparé à ça, eh bien, vous pouvez tomber dans son jeu et malheureusement avoir des déboires. Dans les affaires, l'important, ce n'est pas les moyens, mais c'est le résultat que vous allez obtenir. C'est ça. Et ça, c'est important pour ceux qui nous écoutent. Vous pouvez passer beaucoup de temps, mais si vous n'avez pas compris la mentalité des Chinois, vous allez être déçu. Et j'ai entendu de nombreux retours d'entrepreneurs français, des déceptions après quelques années, me disant je vais arrêter sur le marché chinois parce que je n'ai pas réussi. C'est trop long. Et qu'est-ce que vous leur avez dit dans ce cas-là? Je pense qu'il faut s'entourer, quand on ne connaît pas la culture, déjà de salariés chinois dans un premier temps. Si on peut être accompagné lors de nos prochains déplacements avec soit des agents commerciaux ou des salariés qui connaissent bien la culture, c'est toujours un atout considérable pour la langue, pour la culture, pour les négociations, bien sûr. Quand on n'a pas le choix, eh bien, on essaye de se documenter avant d'y aller. Mais maintenant, je pense qu'avec 15 ans d'expérience. Oui, je pense que ça commence à rentrer un peu. Ouais, vous n'avez plus peur de rien peut-être maintenant, non? Vous êtes prêt à affronter tous les défis? Je ne pourrais pas le dire, mais parce qu'on en apprend toujours en Chine. Bien sûr. Je pense qu'on est toujours confronté à des situations délicates, voire même étranges, en tant qu'étranger. Mais je me sens toujours maintenant un peu plus comme un poisson dans l'eau quand je vais en Chine. Parce que, oui, déjà? Oui, ça commence. Ça commence parce que le fait de parler la langue, forcément, ça ouvre des portes supérieures. Parler couramment le chinois, me semble-t-il. Le mandarin, oui. Tout à fait. Est-ce que c'est un atout? Bien sûr. Important. Bien sûr. Si vous faites 6 mois, 1 an en Chine, bon, c'est pas forcément obligé de parler la langue. Mais par contre, si vous tentez d'aller plus loin, parler la langue, le mandarin, c'est un atout considérable dans vos négociations. Et votre mandarin, vous l'avez appris comment? À l'école ou en autodidacte? Tout est parti d'une grande frustration, puisqu'en 2007, je suis parti en Chine 2 mois et je ne parlais pas un mot. À cette époque-là, je savais à peine dire bonjour. C'était osé quand même, hein? Oui, quand on est jeune, n'est-ce pas? Quand je suis revenu en France, j'étais extrêmement frustré de ne pas pouvoir communiquer avec les Chinois qui étaient extrêmement gentils avec moi. À l'époque, je n'avais pas encore développé l'aspect business. Et donc, je suis revenu en France et j'ai commencé à prendre quelques cours à l'université de Reims, puisque je suis originaire de Champagne. Et à cette époque-là, j'ai pris 4-5 mois de cours avec un ancien prof, il était français. Quand même, hein. Au départ, pour comprendre les bases. C'est ça. Les bases de l'écriture et de la lecture qui sont extrêmement complexes. Et par la suite, j'ai arrêté l'université et je me suis mis en autodidacte à apprendre le chinois parce que c'était la meilleure méthode pour moi d'apprendre rapidement en achetant des livres et puis en écoutant des podcasts. Il y avait à l'époque pas mal de podcasts pour apprendre cette langue. Et donc en écoutant beaucoup et en répétant, puisque la difficulté du mandarin c'est vraiment la tonalité des mots, eh bien c'est venu plus facilement. Et puis le fait de retourner en Chine, ça aide forcément à pratiquer la langue. Et aujourd'hui, vous êtes tout à fait en mesure de négocier avec des Chinois dans leur langue, sans problème. L'avantage aujourd'hui, c'est que j'utilise WeChat quasi de manière quotidienne avec mes clients. Donc j'écris, je lis le mandarin et je le parle de manière courante. Donc c'est très facile pour moi de voyager même en Chine. Le métro, vous êtes comme un poisson dans l'eau maintenant. Presque. Alors, on va passer au 4e secret de réussite. Flexibilité avec contrepartie. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce que je recommande toujours quand vous allez négocier avec vos clients chinois, c'est toujours de ne jamais donner quelque chose sans contrepartie. Parce que sinon, vous allez perdre de la valeur. Je vais vous donner un exemple concret. Votre client chinois est très intéressé par votre produit, il l'a dégusté, il l'a testé, ça marche très très bien, mais vous êtes trop cher. Et la problématique du prix en Chine est quand même assez c'est une problématique qui revient souvent. Et donc vous allez lui dire, écoutez, à partir de quel prix, eh bien vous accepteriez mon offre. Et vous dire, voilà, à partir de quel prix, j'accepte. Et moi, je vais lui dire, très bien, mais sous condition de valider un volume ensemble. Et puis un contrat annuel sur lequel vous allez vous engager à respecter ce volume.
Et en faisant ceci, vous allez, eh bien, je dirais, apaiser la situation et puis surtout améliorer peut-être vos conditions de vente. Puisque si vous dégradez votre prix sans rien demander à côté, pour votre interlocuteur chinois, ça sera tout bénéfice, mais pour vous, vous allez repartir vraiment avec peut-être une déception. Donc, pour réussir une vraie négociation en Chine, c'est vraiment de partir gagnant-gagnant. Votre client vous demande quelque chose, oui, mais. C'est ça. Et vous demandez à ce que... Alors si ce n'est pas les volumes, ça peut être des conditions de paiement, par exemple, passer de 30 jours à 60 jours de délai de paiement. C'est des petites choses, mais qui sont essentielles vraiment pour négocier avec les clients chinois. Parce que sinon, sans contrepartie, vous allez vraiment perdre de la valeur lors de votre négociation. C'est aussi une façon d'établir un rapport équilibré. Tout à fait. Ouais. Et par là même, obtenir le respect de votre client, n'est-ce pas? Obtenir une harmonie et le respect du client, effectivement. Parce que ça fait partie du jeu. Et sur ce jeu-là, je tiens à dire quand même que les négociateurs chinois sont vraiment expérimentés. Ah, oui. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de bien négocier en Chine dans l'aspect business. Pourquoi? Parce que je pense que depuis le plus jeune âge, certains Chinois sont habitués à négocier les prix sur le marché. Pas tous les Chinois, c'est pas le cas de tous les Chinois. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que les Chinois avec qui vous travaillez, c'est des gens, justement, ce sont des businessmen. Donc ils sont rompus à l'art de la négociation. Ils sont habitués à négocier avec des professionnels. Donc effectivement, il faut être préparé. La préparation, c'est quelque chose Mais de quand très vous ne utile. connaissez pas encore votre client, comment vous pouvez vous y préparer? Alors, c'est très délicat. C'est pour ça que... Comment vous faites, justement, pour arriver à établir une relation équilibrée? C'est pas toujours évident. Ça prend du temps. Parce que parfois, quand on a envie d'arriver à la signature d'un contrat, on est toujours prêt à, on va dire, à faire plus d'efforts, sans pour autant obtenir la totale satisfaction. Et bien, comment vous faites? En fait, on prend le temps dans la négociation. C'est-à-dire qu'un rendez-vous ne suffira pas pour conclure un contrat. Il faut parfois 2, 3 ou 4 rendez-vous. Ça peut sembler un peu déroutant pour les Français, mais prenez le temps de le faire parce que votre interlocuteur chinois va déjà avoir besoin de vous connaître. Il ne vous connaît pas. Il doit connaître votre personne. Est-ce qu'il aura confiance en vous pour faire du business? Parce que le business, c'est une question de confiance, principalement. Donc, première étape, eh bien, vous prenez le temps de parler de votre activité, mais aussi des sujets un peu, on va dire, divers et variés, des sujets personnels qui pourront le susciter et améliorer cette relation-là. Et par la suite, eh bien, lors des prochains rendez-vous, tout ira beaucoup mieux. Je considère beaucoup la négociation en Chine comme l'infusion du thé. Ça prend du temps. C'est pas comme si vous allez boire un expresso sur le bord d'un comptoir rapidement. L'infusion du thé, ça prend du temps. Donc les négociations en Chine, elles doivent prendre du temps. Alors, tout peut aller vite aussi. Attention, j'ai déjà eu la possibilité de négocier très très rapidement. Quand il y a un besoin fort en face et que vous répondez rapidement, tout va très vite. Mais dans la majorité des cas, ça prend du temps. Et donc ce rapport au temps est différent entre les Français et les Chinois. Les Chinois ont tout leur temps devant eux. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire. Et nous, on est pressés. Mais aujourd'hui, il semble que les Chinois sont très très pressés, encore plus pressés que ne le sont les Occidentaux. La preuve, c'est que la Chine se développe à la vitesse grand V. Alors comment vous expliquez cette contradiction peut-être apparente? On voit effectivement une très grande flexibilité, une très grande vitesse d'exécution des entrepreneurs chinois. Vitesse d'exécution. Et c'est ce qu'on appelle en anglais le Chinese Speed, c'est la vitesse chinoise qui est vraiment impressionnante. Moi, je l'ai expérimenté en Chine avec mes partenaires, principalement quand vous allez négocier un contrat ou quand vous allez passer à certains dialogues, et bien tout se fait très vite, très très vite. Et en plus, ils ont une capacité à prendre des décisions très rapides. Chose que nous, en France, on a effectivement, vous avez raison, tendance à prendre plus de recul, poser un maximum de questions en amont, et pour le coup, on a peut-être des process qui sont un petit peu plus lents que ce que peuvent réaliser les entrepreneurs chinois. Eh bien là, je récapitule très rapidement les 4 secrets de réussite dont vous avez parlé dans votre livre. Éviter la confrontation directe, 2. Garder
vos atouts en réserve. 3. Appliquer la méthode Ackermann. 4. Flexibilité avec contrepartie. Mais en fait, vous en avez révélé 8. Je conseille à nos téléspectateurs de lire votre livre dans son intégralité afin de connaître l'ensemble de ces 8 secrets de réussite en Chine. Ce livre est disponible sur Amazon? Tout à fait. D'accord. Amazon.com, c'est ça? Tout à fait. Eh bien, il est passionnant et plein de conseils pratiques. À bientôt.